They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! James on the drive. Anthony for three. Puts it in. You can't keep jumping that high, man. C'est fou. Bryant for the win. Le légendaire numéro 23 des Chicago Bulls vient d'avoir 60 ans. Retour sur la carrière incroyable du GOAT Michael Jordan. Une expansion de la ligue à 32 franchises, c'est dans les dossiers de la NBA. Jerry Colangelo, le patron du Hall of Fame, est revenu sur le sujet cette semaine. On en parle dans le D'accord pas d'accord. La période des trades vient de se terminer et on a eu des rebondissements de folie. Kevin Durant aux Suns, Westbrook aux Clippers ou encore D'Angelo Russell aux Lakers. 3 franchises qui se sont renforcées, mais sont-elles taillées pour le titre? C'est notre débat. Lui, c'est son premier titre de MVP du All-Star Game. Jason Tatum a fait sensation à Salt Lake City. La star des Celtics a planté 55 points et a permis à la team Giannis de l'emporter face à la team LeBron. Hype, épisode 18, saison 2. Toute la hype du basket américain est sur Sport en France. Bonjour à tous. On va se prendre à peu près 55 minutes pour parler de basket US avec des hommes plutôt prêts et réveillés cette semaine, avec un t-shirt un peu particulier d'Angelo. Comment il va? Why so serious? Oh là là, ça va loin. Non, mais on me dit toujours que je la fais bien la voix en plus. Non. Non, mais vous connaissez. C'est pourquoi? Parce que lui, il regarde les. Merci, Fred. Non, il regarde les films en VF. Enfin des vérités. Non, il regarde les films en VF. Il me l'a Comment déjà dit. vas-tu? On te pose Ça une va, question. toi Très très bien. J'ai la forme. La légende du basket français est là, plutôt bien habillé aussi, costard aujourd'hui. Oui, ça change, un petit peu plus stylé, quoi, oui. Attends, d'habitude, il est en big camp et là, il est venu en costard pour la première fois de l'année. il est polyvalent. C'est pas Il est possible, polyvalent. ça. On va du côté des États-Unis avec un homme qui revient du All-Star Game, puisqu'il était dans l'Utah pour assister à l'événement. On va en parler bien sûr avec lui. Comment il va, Melvin? Eh ben écoute, ça va, pas très frais, mais réveillé et ici pour parler avec vous du All-Star Game. Eh ben, merci de tenir ta place. Non, mais j'apprécie pas en fait, parce que vous vous êtes envoyé un mot là. Lui, il est en costard. Le Mélo, il est en chemise. Toi, t'es en chemise et moi, je suis le seul Gus avec mon t-shirt. Ok, pas de souci. Non, c'est juste le seul. Oh là, je suis chaud, les gars. C'est le seul Gus, c'est tout. Non, c'est Bon, pas grave. ça va être compliqué aujourd'hui, mais on va quand même accueillir notre invité, un homme bien connu de Sport en France, parce que vous le voyez dans une émission MMA. Il est lui-même athlète, speaker, MMA, boxe et Muay Thai. Sébastien Love est avec nous. Comment il va? Ça va très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous, merci de l'invitation. Super d'être là, parler basket, c'est génial. Alors, ça change. MMA, boxe, arts martiaux, mais également basket. On voit que tu es plutôt bien habillé, fan des Bulls. Ah non, fan des Knicks. Là, je suis venu Qu'est-ce avec... que tu... Justement. Oui, mais c'est les 60 ans de Michael Jordan. J'ai dit, voilà, je vais Hommage venir à avec Michael Jordan. mon starter original. Non, mais le mec, il a quand même des maillots vintage absolus avec le petit champion là en haut. Voilà. Ça, pour ceux qui collectionnent. Ça Ces rappelle deux-là une- sont de 93 Aïe. et le starter est de 92. Waouh. À peu près en même temps que ma veste. C'est quoi? C'est ça. Bon, en tout cas, on est tous prêts, bien habillés. Sébastien, on va parler d'un homme si cher au basket international, Michael Jordan dans le hype ou pas hype. Allez, la semaine dernière, on s'est fait une spéciale LeBron. On a même tenté d'opposer LeBron à Michael Jordan. Là, on va parler de ce que certains pourraient envisager comme être le GOAT quand on parle de Michael Jordan. Certains. Certains ou beaucoup? On va dire certains, pour laisser peut-être encore un petit peu la discussion continuer. On va surtout, avant de parler de Michael Jordan, vous proposer cette formidable biographie Michael Jordan The Life de Roland Lazenby. Alors on vous la propose, mais surtout on vous l'offre dans un jeu concours. Il va falloir, pour remporter ce livre, nous dire contre quelle équipe Michael Jordan a remporté son dernier titre en NBA. On est d'accord qu'il faut venir le chercher, parce qu'on ne peut pas l'envoyer, ça coûte trop cher l'émission, ça. C'est trop long. C'est vrai qu'il est un peu lourd. Donc vous nous dites le titre, contre quelle équipe Jordan a gagné son dernier titre en NBA. Vous nous répondez, ce sera sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Twitter. Et puis on vous donnera bien sûr cette réponse la semaine prochaine. Livre le droit de jouer, nous, très sympathique. Non, je ne crois pas, je pense pas. Michael Jordan, on y va, c'est parti. Première question d'ailleurs à notre invité Sébastien, bien habillé aujourd'hui. Quand on évoque le nom de Michael Jordan, qu'est-ce que toi ça t'évoque en termes de souvenirs?
En termes de souvenirs, c'est c'est comme ça que j'ai un peu découvert la NBA par le biais de Michael Jordan. C'est sur toutes les lèvres. Moi, j'ai 50 balais, donc fin des années 80, ça y est, ça arrivait, le phénomène arrivait. Moi, j'ai eu la chance de découvrir j'avais un ami américain qui habitait donc en France et qui nous ramenait des cassettes vidéo des États-Unis, donc il avait le magnétoscope qui allait avec, là je sais pas, il y avait... Ouais, je sais plus, il y avait NTHC, je sais pas quoi, pas LCK, on savait pas, donc on Quelque chose d'imposant en tout cas. Ouais, voilà, on voyait ça en noir et blanc et on a découvert Michael Jordan à travers un match, je me souviens plus contre quelle équipe, et c'est là où j'en ai pris plein les yeux. Moi j'étais très foot et boxe, et le basket est rentré donc chez moi par le biais de Michael Jordan, ouais, voilà. C'est comme ça qu'on a découvert le phénomène. Et puis toi qui es fan des Knicks, tu dois être un peu mitigé au final de venir célébrer Alors, je détestais Michael Jordan quand il jouait contre les Knicks. Ouais. Vraiment. J'avais mes potes, moi, qui étaient très pro Bulls, forcément parce qu'il y avait Jordan. Moi, j'étais très pro Pat Ewing. J'ai toujours adoré ce mec. Mais voilà, après, on peut pas. Voilà, ça reste le mythe, ça reste le GOAT. Et Donc, voilà. certaines des meilleures performances de Michael Jordan ont été faites au Madison Square Garden. Oui, mais c'est pas utile de le rappeler. Bon, pardon. Parce qu'on le sait. Voilà. Si on peut parler de Reggie Miller aussi ou... On va poser la même question surtout à... Je préfère Bill Laimbeer à Reggie Miller. Pour vous dire à quel point je hais Reggie Miller. Restons sur Jordan. Je suis obligé de partager la Non, coulisse. non. Si, je suis Je obligé. pose la question à Fred sur Jordan. Quand on évoque ce nom comme ça, est-ce que tu as un souvenir spontané dans sa carrière, un titre, une action? J'en ai deux, c'est complètement débile, hein, mais la cassette de Come Fly With Me. Oh oui. Parce que quand j'étais Effectivement. petit, je crois que je l'ai usé tellement je l'ai regardé. Il y avait plusieurs cassettes hein, avec Magic par exemple, Always Showtime, etc. Mais je crois que je l'ai usé à force de les regarder parce que c'était incroyable. Et l'autre c'est Space Jam. Space Jam pour moi ça m'a vraiment marqué. Ouais. Je me suis dit ce mec là il est doué à tout. Alors je sais pas s'il est bon comédien vraiment, mais ça faisait rentrer ça un peu à pour tout le monde. Mon fils adore cette cassette encore maintenant. Enfin, ce DVD d'ailleurs du coup, mais parce qu'on a évolué un petit peu petit à petit. Mais voilà, pour moi c'est très marquant l'image populaire de ce joueur qui était tellement beau artistiquement en termes de basket, mais qui a réussi à rentrer dans le populaire grâce à sa marque de fringues et à Space Jam pour moi. Alors, un petit mot sur la carrière de Michael Jordan. Le profil, vous le connaissez, on peut peut-être pour les plus jeunes repartir de sa draft. Donc, drafté 3e en 1984, 15 saisons pour Michael Jordan. Donc, il commence bien sûr avec les Bulls jusqu'en 93. Il s'arrête après son titre de champion NBA, le 3e. Donc, un sweep-it d'ailleurs pour les Bulls. Première retraite. Il revient en 95 pour enchaîner ensuite, alors, première défaite, mais il y a surtout 3 titres aussi derrière jusqu'en 98. Puis deuxième retraite, 98-2001. Il revient ensuite avec un autre maillot, c'est un peu bizarre de le voir comme ça, avec les Wizards. Souvenir Michael Jordan, Angelo. Tu sais, mon frère, qui est la raison pour laquelle je suis tombé dans le basket, et donc et paix à son âme, c'était un grand fan de Ewing, un grand fan de Dominique Wilkins. Mon frère, il aimait les joueurs physiques, puissants, dunkers, mais c'est lui qui m'a donné ce virus du basket, et Jordan, c'est mon premier idole, ma première vraie inspiration, et c'est sur un match Bulls-Knicks que je tombe justement. Et tu découvres... Oui, parce que moi je suis né en 84, l'année de sa draft, et donc 91, on commence déjà à avoir les oppositions play-off entre les Bulls et les Knicks, 92, et c'est là où en fait il y a ma sœur et mon frère dans le salon en train de regarder les cassettes, et je descends les escaliers, je les vois en train d'échanger, d'être tu sais, dans ce truc, mon frère pro Knicks, ma sœur qui adorait Scottie Pippen, donc pro Bulls. Donc des discussions un peu intenses à la maison, non? Discussions intenses, mais toujours avec, si tu veux, le jeu au centre du débat. Et moi, je suis en coulisses, je regarde, et c'est Jordan qui m'a attrapé l'œil, quoi. Melvin, Michael Jordan, qu'est-ce que ça t'évoque? On est tous un peu de cette même génération. Est-ce que tu as un souvenir particulier? Il y a eu pas mal d'actions d'éclat de Jordan sur le terrain des Cavaliers, en finale aussi contre les Lakers. On se souvient ce geste open-ender pour finir. Quand on évoque ce nom, Jordan, qu'est-ce que toi, ça réveille comme souvenir chez toi? Bah, moi, c'est un peu comme tout le monde, hein. C'est le début de mon histoire d'amour avec le basket. Fred parlait de Come Fly With Me. Je rajouterais aussi Airtime, que j'ai vu, revu et re-revu. Et après, un souvenir, moi, c'est la finale 93 contre les Suns, où je devais avoir 7 ans. Et en fait, je regardais une action, je mettais pause, j'allais dans le jardin et essayer de recréer ce que faisait Jordan sur un panier Play School.
à l'époque. Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé dans le basket. Est-ce que tu as réussi, justement, à reproduire le même geste que Michael Jordan ou pas? C'est ça l'info. Ah, mais bien sûr, le même hang time, la même classe, la même élégance. Pareil. Bon, pas la même carrière, par contre, Melvin. Mais bon, je suis comme toi. On a tous essayé. Mais personne n'a réussi. Et on n'a pas réussi. Personne ne peut faire le malin. Un petit mot sur les trophées, l'armoire à trophées de Michael Jordan. Il y a quand même 6 titres NBA, 5 titres de MVP de la saison, 6 titres de MVP des finales, 3 titres de MVP du All-Star Game, 14 All-Star Game, 11 All-NBA, 10 fois meilleur scoreur. Donc ça pose quand même aussi... Ça, les All-NBA Defensive Voilà. Team. Ouais, ça, c'était on peut y aller. On peut y aller sur les defensive teams. Voilà, ça s'affiche. Il y a 9... Défenseur de l'année, ce qui le différencie de LeBron, pour moi aussi. Tout à fait. On peut peut-être encore en reparler après avec Fred si tu as envie. Mais surtout, voilà, on voit un petit peu la panoplie offensive, mais surtout défensive de Michael Jordan. Sébastien? Non, je regardais, je savais pas que c'était 87-88 quand il a été défenseur de l'année. Ouais. Donc il était encore hyper jeune, quoi. Et c'est une année où... Une saison incroyable. Ouais, C'est une année où il ouais. met quasiment 37 aussi. Il est à 37 par match. Ouais. Et c'est ça qui est le plus fou en fait, c'est que l'influx énergétique pour pouvoir être aussi dominant des deux côtés du terrain, et de toute façon il a tout raflé. Et la seule chose qui lui manquait cette année-là, c'est le titre. Il est MVP du All-Star, meilleur défenseur, meilleur scoreur, meilleur intercepteur. Je veux dire, c'est incroyable. Il n'y a pas eu une année individuelle à la hauteur de celle-ci dans l'histoire de la NBA. Est-ce que l'année 92 est celle qui permet aussi au monde entier de découvrir ce qu'est donc la NBA, mais surtout Michael Jordan qui est champion avec les Bulls contre les Blazers de Clyde Drexler, mais qui arrive surtout avec une équipe encore inégalée en termes de sport collectif à Barcelone lors des Jeux pour justement éclater aux yeux du monde. Fred, est-ce que c'est pas ça qui nous met Jordan un petit peu sur le devant de la scène? Concrètement, on connaissait Jordan, mais c'était quand même la niche du basket qui connaissait Jordan. Et là, il faut rendre un grand hommage à Georges Eddy, à Canal+, qui ont fait un gros taf quand il est venu. Alors à la NBA, bien sûr, mais eux, c'était leur business. Mais eux ont fait un énorme travail pour faire connaître le basket, pour travailler sur le basket. Et qui de mieux comme égérie que Michael Jordan, qui était beau, qui jouait bien, qui était impressionnant et qui a fait une super publicité à la NBA. Enfin, effectivement, il éclate à ce moment-là, parce que là, on se rend compte que c'est le boss des boss. Oui. Et là, tu dis, ok, bravo, félicitations. Mais tu as eu toute cette campagne marketing mise en place par Nike, justement. Tout Barcelone était placardé aux couleurs de Team USA en grande partie, mais de Jordan et des athlètes américains. Et quand tu as le billboard géant en plein centre de Barcelone, et c'est la première fois que tu vois un basketteur honoré de la sorte, c'est là où vraiment ça a pris, si tu veux, cette... C'est devenu plus populaire. Ouais. Parce que c'était vraiment un produit un peu de niche, quand même. Et tout sport confondu. On n'avait que Michael Jordan sur les Bien lèvres. Que tu sois passionné de foot, c'était Michael Jordan, le basket, voilà, c'était Même le... fan des Knicks. Même lui. Et est-ce que Sébastien, la dimension un peu marketing, merchandising de Michael Jordan qu'on lui connaît aujourd'hui, parce que les jeunes portent ses vêtements, des chaussures, est-ce que ça part aussi de là, de cette année, fameuse année 92, où on découvre un peu les shorts un peu longs, le style un petit peu, sans cheveux, etc. Enfin, est-ce que ça vend un peu plus Michael Jordan? Bah oui, je pense que ça, tout part de là, de cette année 92, effectivement, de cette Dream Team où, comme disait Fred, qui s'ouvre, qui donne une ouverture sur la planète basket, la planète NBA, et donc Michael Jordan. Après, il y a tous les produits dérivés qui font que ça devient carrément une culture. Quand je vois même maintenant la culture sneakers, Jordan, l'équipementier du PSG, enfin c'est incroyable. Je pense que toute la nouvelle génération qui n'a pas connu MJ, enfin en tout cas quand il jouait, c'est de quoi on parle et j'ose espérer, c'est documenté à regarder. Maintenant on trouve tout sur YouTube, de regarder les matchs de Jordan et de voir que c'était effectivement et encore maintenant il n'y a aucune comparaison possible pour moi en termes de talent. Même je mets LeBron derrière moi, mais j'ai pas de Ne problème à rentre dire. pas dans ce débat, ça va l'énerver. Vraiment. On en a parlé. Je voudrais quand même que tu développes ce point-là. Le côté merchandising qui sert aujourd'hui à l'image de Michael Jordan, est-ce que ça aide aussi cette nouvelle génération, selon toi, à aller peut-être chercher dans les livres d'histoire et donc sur YouTube pour comprendre quel était ce joueur de l'époque? Je suis optimiste. Oui, j'espère. J'espère parce que maintenant, le problème, c'est que je suis plus dans le c'était mieux avant, moi, et maintenant, on a cette culture on ne s'intéresse plus à rien. On ne s'intéresse plus
les équipes d'avant, les franchises d'avant. Maintenant, c'est tout, c'est le tout de suite. C'est éphémère. Oui, mais l'avantage qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu The Last Dance, qui a fait un gros tapage et qui a remis un petit peu ça à l'heure du jour. Voilà. Alors peut-être que ça a incité les jeunes. Ça a incité, je suis d'accord, mais je pense qu'il n'y aurait pas eu The Last Dance s'il n'y avait pas tout ce merchandising Jordan, justement. Toute cette culture sneakers, des fringues. Est-ce que si vraiment Jordan avait eu cet impact sur les fringues, il y aurait eu The Last Dance ? Je ne pense pas. Parce que je pense que The Last Dance contribue aussi à ça. Jordan, maintenant, ça devient un équipementier de club de foot. Moi, mais Mais Jordan, c'est des clubs de foot qui gagnent pas, donc ça va. C'est peut-être le premier athlète, si tu veux. J'adore le PSG. On est comparés ici. À un moment, pose-toi une bonne question. Ne dis pas que t'es OM. Ah non, moi je plaisante. Ok. Moi j'aime le PSG, j'aime qu'il représente notre pays, mais c'était pour la blague. Ah oui, tu regardes l'émission les basket, athlètes- messieurs, restons. Si tu regardes les athlètes sponsorisés Jordan, c'est peut-être, en tout cas à l'échelle américaine en tant que basketteur, c'est le vrai premier athlète superstar au-delà des limites d'un terrain. Parce qu'il était sponsorisé par McDonald's, il était sponsorisé par énormément d'autres marques. Premier athlète milliardaire, si je ne m'abuse, Michael Jordan. Donc, Tout à fait. alors, pas pendant qu'il jouait, pas Oui. comme LeBron, mais par contre, premier sportif milliardaire dans le basket. On a un chiffre d'ailleurs quand tu parles de milliardaire, 1 milliard 300 millions de dollars. C'est Moi, la je vais oublier les somme, 300 millions, ça c'est m'arrive la souvent. somme générée et engendrée par Michael Jordan depuis qu'il est signé avec. Et je pense que c'est un mec, ça a été le premier influenceur. Maintenant, on n'arrête pas de parler des influenceurs de ci. Lui, pour le coup, ça a été un influenceur, dans le bon sens du terme, pour une fois, parce qu'il y a eu la culture basket, il y a eu la culture US, il y a eu la culture Et Ah, du because branding. I want to be like Mike. Ouais. Mais non, mais Non, mais concrètement, c'est ça, c'est influenceur. exactement. Et je trouve que voilà, pour ça, ça véhicule en plus pas mal de belles valeurs, Jordan. Qui est... Un plus grand influenceur que LeBron James, du coup. Ah oui, non mais largement. Rien à voir. Ah non mais largement. Pour conclure. Bon, LeBron James n'a pas un The Last Dance pour le moment. Peut-être qu'il aura une série lui aussi. En même temps, il n'a pas fait ça, Last Dance. Oui, Tu vois, voilà. c'est- Mais Plus grand influenceur que LeBron. Si tu parles d'influence. ah oui, mais largement. Oui, mais justement sur la dualité LeBron-Jordan, on a évoqué la semaine dernière Ouais. les carrières J'ai regardé l'émission. et l'impact. Tu penses qu'il n'y a pas photo, on est Il n'y a bien pas d'accord photo. Mais il n'y a même pas une hésitation à avoir pour moi. C'est Jordan, il est mais loin devant. Et le pire, il c'est- le restera. Et le pire, hein, je pense que Sébastien, on est assez honnête et pragmatique par rapport à ça. C'est pas parce qu'on est prisonnier du passé. C'est pas parce qu'on est prisonnier de notre amour de Jordan. Parce que LeBron, je l'ai défendu à de nombreuses reprises face à des détracteurs qui gratuitement essayaient de le rabaisser dans la hiérarchie historique D'ailleurs, qu'il il te puisse avoir. remercie. D'ailleurs, j'ai eu au Oui, téléphone, il m'a ouais, dit mais, vraiment, ça m'a fait tu sais, on s'envoie des emails souvent. je sais. Mais LeBron, je suis un grand fan. C'est-à-dire que le fait, et je le redis une fois de plus dans cette émission, de ne pas le mettre au-dessus de Jordan ne veut pas dire qu'on n'est pas un On grand connaît pas, admirateur, bien sûr. qu'on ne lui donne Oui. pas ses fleurs. C'est juste que c'est un débat très précis, mais LeBron reste un des plus grands de l'histoire. Ça fait sourire Melvin d'ailleurs. J'adore quand Angelo parle de LeBron comme ça avec autant d'amour. Non, mais moi, je voulais juste rajouter un point sur ce qui a été dit. C'est moi, il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est inéluctabilité de Jordan. C'est-à-dire qu'il a joué son dernier match il y a quasiment 20 ans, le 16 avril 2003. Et ce week-end à Salt Lake City, il n'était pas présent et pourtant, il est absolument partout. Sa marque est sponsor du Rising Star le vendredi. Il a Jason Tatum qui lance sa nouvelle signature shoes le dimanche. Il y a sa legacy avec le Dunk Contest. Il est absolument partout. Et quand Angelo parle de LeBron, et c'est pareil pour Kobe, pour d'autres athlètes, personne n'a cette influence, cette aura qu'il a autant d'années après son dernier match. C'est absolument incroyable. Ah non, moi, c'était pas mon joueur préféré en plus. Hein. C'était pas la personne que. Non, mais c'est non, un parce joueur que moi, qui traverse son temps. c'est ça. Moi, pour les finales 92, je veux que Porter Drexler remporte les NBA Finals. Ah, mais c'est une évidence. Mais genre, on peut Tout pas sauf passer- Jordan, hein, pour Mais Sébastien. il y avait aussi ce côté aussi peut-être aussi un peu ça. Ouais, c'est bon, Jordan, t'es le meilleur. Mais T'as j'aimerais gagné, bien que- on sait ce que tu es Sean capable de Kemp, faire. enfin les Sonics, j'aurais aimé que les Sonics. Bon, il a gagnent roulé aussi. sur tout le monde. C'est Voilà. voilà. Donc là, Voilà. pour le coup. Bon, c'était notre page Jordan qui fêtait donc ses 60 ans. C'était le 17 février dernier. Il fallait qu'on s'arrête un petit peu sur Sa Majesté et cette légende qui continue bien sûr à nous faire rêver, malgré qu'il ait joué d'ailleurs son dernier match il y a quasiment 20 ans. On va rentrer dans l'actualité de la NBA, dans le d'accord, pas d'accord. L'actu, c'est éventuellement l'expansion de la NBA. On sait que c'est un sujet porteur. La NBA cherche toujours un petit peu des innovations ou des nouveaux terrains de jeu pour
s'émanciper et puis développer surtout son marché sur le plan business. Et on a noté, nous, une petite déclaration cette semaine, c'était le 19 février dernier, de Jerry Colangelo. Donc Jerry Colangelo, le patron du Hall of Fame, qui est passé par les Suns, à la fois côté féminin et masculin, Team USA également. Et la décla de Jerry Colangelo, je vous la lis, il faut de nouvelles franchises pour accueillir les stars actuelles. Et quand il parle de stars actuelles, je développe un peu, c'est aller aussi chercher un peu tous ces talents que la NBA ne peut pas accueillir parce qu'elle est limitée dans ses rosters et dans ses équipes. Voilà, donc ça c'est la déclaration de Jerry Colangelo. L'occasion pour nous peut-être de se replonger un peu dans les livres d'histoire. La NBA, c'est une ligue qui compose 30 franchises actuellement, mais ça n'a pas toujours été le cas. On va écouter Melvin qui va essayer un petit peu de nous conter un petit peu l'évolution des franchises en NBA. Ça commence, je crois, en 1946 avec 11 franchises. Ouais, c'est ça. On va essayer de revenir sur cette histoire avec 4 grandes dates ou 4 grandes périodes. Donc, tu l'as dit, Sylvain, ça commence en 46, de 46 à 66, en fait. Donc, c'est les 20 premières saisons de la NBA. Ça ne s'appelle pas la NBA à l'époque, ça s'appelle la Basketball Association of America. Et ils ont entre 8 et 12 équipes pendant 20 ans, avec une pointe qui est vraiment ponctuelle à 17 quand ils fusionnent avec la National Basketball League. Et donc, ça devient la NBA. Et donc, sur ces 20 premières années, on a donc à peu près une dizaine d'équipes. Et parmi ces équipes, on a des noms que vous allez évidemment reconnaître. On a les Celtics, on a les Knicks, on a les Pistons, on a les Lakers qui ne sont pas à Los Angeles mais qui sont à Minnesota. On a les Sixers qui s'appellent d'ailleurs les Nationals qui sont à Syracuse. On a les Warriors qui sont à Philadelphie. Et les Kings qui s'appellent les Royals et qui déménageront à Sacramento. Donc ça, c'est la première période. La deuxième période, c'est les années 67 à 1980, où là, c'est vraiment le grand boom de l'expansion en NBA. On a une prolifération de franchises et on passe de 9 équipes en 66 à 23 équipes en 1980. Et pendant cette période, on a 14 des franchises NBA actuelles qui voient le jour. Donc dans cette année, on le voit là en 76, on a aussi la fusion avec la ABA qui nous amène les Spurs, les Pacers, les Nuggets. Et puis après, on a 1980, la création des Dallas Mavericks. Et la NBA va rester à 23 franchises jusqu'en 1988. Et 88, ça nous envoie sur la prochaine période de 88 à 95, où on va avoir 2 franchises qui sont ajoutées chaque année de 88 à 89. Donc on commence avec Miami et les Charlotte Hornets. Et puis derrière, on a Minnesota et le Orlando Magic, donc arrivé en Floride et arrivé dans d'autres gros marchés. Et puis 95, c'est plus l'internationalisation de la NBA. C'est 3 ans après les JO. Et on ouvre la NBA au Canada avec les Vancouver Grizzlies et les Toronto Raptors. Et puis après, on reste à 29 pendant 9 ans. Et en 2004, on a l'arrivée des Charlotte Bobcats, qui sont les Charlotte Hornets. Et depuis 2004, on reste à 30 franchises avec justement cette question de l'expansion qui revient quasiment à chaque All-Star Game quand on a la conférence de presse d'Adam Silver, le commissionnaire de la NBA. Alors l'actu justement, l'expansion, Adam Silver a pris la parole pour évoquer un petit peu ce cas. Il était revenu aussi sur ces possibilités, ces rumeurs d'expansion qui étaient vraiment très fortes en 2022. Je vous lis la décla. Les rumeurs d'expansion après 2024 ne sont pas fondées. Ce n'est pas prévu pour le moment. À un moment donné, la Ligue va s'étendre, mais aucune discussion n'est en cours. Donc pour lui, c'est inéluctable, mais pour le moment, ce n'est pas le projet, on va dire, majoritaire de cette Ligue. On revient par contre sur la déclaration donc, de Jerry Colangelo. Il faut de nouvelles franchises pour accueillir toutes les stars actuelles, pour développer un marché. Fred semble d'accord avec cette opportunité de marché. Et Sébastien, lui, par contre, est contre. Ouais. On se fait un petit duel, messieurs. On va donner la main à Frédéric, 1 minute pour convaincre Angelo. Et Angelo, à la fin, tu donneras un petit peu ton point. On t'écoute. Ah non, c'est pas moi sur l'écran là. Pour une fois que je débat pas. Mais on merci. enlève des minutes. Voilà comment on gagne. Je te laisserai du temps. Donc juste, je rêve de revoir Seattle en NBA. J'espère voir une belle franchise de Las Vegas. Donc je me dis, il y a plein de superstars qui sont en NBA actuellement. Il y a plein de joueurs de très très bon niveau qui malheureusement n'ont pas leur place dans les rosters parce qu'ils sont déjà pleins. Donc c'est compliqué. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens sur le carreau alors qu'ils ont un niveau exceptionnel.
Je me dis que ça pourrait relancer l'intérêt. Alors trouver une formule, évidemment, parce que déjà on trouve que 82 matchs c'est trop, on veut passer à 72. Alors je ne connais pas la formule idéale pour ça, mais je me dis qu'une équipe de chaque côté en plus, bah, ça peut être très sympa, ça peut redonner un petit peu d'intérêt et ça peut relancer cet esprit Est-Ouest peut-être. Donc je pense que c'est intéressant et surtout encore, je me répète, et je me répéterai plusieurs fois, Seattle Supersonics. Oh baby. Pour le retour des Sonics de Seattle en NBA. Exactement. Très bien. Sébastien. Alors je ne suis pas d'accord avec Fred. Alors moi aussi, les Seattle Supersonics, ça ferait rêver de les voir revenir. Mais dans ces cas-là, pourquoi ne pas retirer la plus mauvaise franchise? Pourquoi ne pas instaurer un petit peu, à l'instar d'autres sports, une division inférieure qui existe déjà, mais enlever les 2 plus mauvaises équipes et faire monter les 2 meilleures équipes c'est eux qui auraient les tours de draft éventuellement. Après, ça c'est de la spéculation. Mais déjà 82 matchs de saison régulière, trop de basket tue le basket. Donc moi, je suis contre. Tu disais aussi une franchise à Las Vegas. Je pense que Las Vegas n'est pas une ville de sport, hormis pour accueillir de gros événements de MMA, par exemple, et de boxe. UNLV est une très belle fac. Larry Johnson est sorti de là-bas, mais mettre une franchise là-bas, non. Il y a beaucoup de franchises déjà qui existent. Je suis pour le retour des Sonics, mais dans ces cas-là, enlevons les plus mauvais, les 2 plus mauvais. Donc voilà. Je sais que là, je vais gagner. Je peux répondre juste à ça. Tu avais un peu moins de temps. J'ai eu un peu moins de temps. Juste, une franchise, c'est 3 milliards d'euros. Tu penses que tu peux dire au propriétaire, écoute, bah alors c'est con, tu viens de perdre 3 milliards et tu vas jouer en 2e division. La méritocratie n'existe pas aux États-Unis. Culturellement, on n'est pas encore. C'est quelque chose d'européen. D'européen, c'est sûr. Nous, là-bas, c'est une ligue fermée et c'est prévu comme ça. Donc c'est impossible maintenant d'arriver en disant on descend les 2 équipes. Voilà. Mais, oui, mais ça, c'est du sport. Alors, on va d'abord donner la main à Melvin et avoir son avis sur quelques secondes. Et puis Angelo tranchera pour ou contre cette éventuelle expansion en NBA. Alors moi je suis un peu partagé parce que je pense que si on revient sur la phrase de Jerry Colangelo de nouvelles franchises pour accueillir toutes les stars, je pense pas que l'expansion ce soit pour accueillir toutes les stars. S'il y a une expansion, le but numéro 1, il est très très clair, il est juste financier. C'est juste pour ça. Si on veut accueillir des joueurs, on peut accueillir des joueurs et laisser les moins bons joueurs sortir de la ligue. Donc ça, je pense pas que ce soit la raison. Mais par contre, comme le disait Fred, c'est vrai qu'on parle de Seattle, on parle de Las Vegas. Alors, Las Vegas, pas une ville de sport, je ne suis pas d'accord, parce qu'on a les Las Vegas Aces qui sont champions de WNBA, on a les Golden Knights qui sont allés en finale de la Stanley Cup il y a 2 ans, on a les Raiders, alors malheureusement les Raiders sont pas très bons, mais ils sont là, donc il y a un gros engouement pour le sport et c'est la raison pour laquelle LeBron aimerait avoir une franchise à Las Vegas. Donc je suis partagé, mais je pense que pour l'aspect financier, la Ligue va sûrement ajouter ses franchises d'ici 3-4 ans. Vous voyez la déclaration de LeBron James, c'était en 2022. Je veux une équipe à Las Vegas. Donc lui, il prévoit effectivement de développer le basket masculin, puisque le féminin, Melo l'a dit, existe déjà. La réponse d'Angelo, pour ou contre Écoute, l'expansion? La coulisse, je vais la lâcher. Tout à l'heure, je l'ai vu, on n'était même pas là, il était en train de faire des trucs, des jabs là. J'hésite, Fred, j'hésite, ok? Alors honnêtement, si c'est pour ça, je comprends. Il a raison, il a gagné. Moi, je pense qu'il a tout à fait raison, il faudrait des descentes. Non, mais de manière vraiment très, très pragmatique, je partage complètement l'opinion de Fred vis-à-vis notamment du retour en NBA des Seattle Supersonics, de par l'engouement local, de par la culture, l'histoire qu'il existe au niveau des sports là-bas. Je pense qu'à Las Vegas, et Melvin a entièrement raison, c'est une ville qui n'attend que ça. C'est une ville qui aime le sport profondément. Il y a les Rebels de UNLV en NCAA qui ont une grosse culture, qui ont été aussi champions universitaires à l'époque de Jerry Tarkanian. Financièrement, il y a un réel attrait à accueillir des équipes d'expansion. Ouais. Et ça pourrait également répondre aussi à cet objectif d'avoir encore plus de meilleurs joueurs qui sont aux 4 coins de l'Euroleague ou même... Et la mondialisation supplémentaire, qui permettrait de capter des mecs peut-être un peu moins bons, sauf que ça permettrait d'avoir plus de joueurs qui jouent en NBA. Et pour ouvrir les marchés, c'est encore mieux. Je fais avancer la discussion et tu continues, Angelo. La faisabilité maintenant. 30 franchises. Si on en accueille une... On est en situation de nombre impair, donc c'est pas possible. Donc il en faudrait 2. Et ça changerait au niveau des matchs. Le load management, c'est aussi quelque chose qui est pris en compte aujourd'hui en NBA. La manière dont on va permettre aussi aux joueurs de rallonger leur carrière, de prendre un peu plus soin de leur corps, diminuer peut-être aussi, ça a été dit, le nombre de matchs en saison régulière. Comment on fait quand on accueille des équipes supplémentaires? C'est assez simple parce que si tu vois comment sont gérés les calendriers, tu as des divisions où tu rencontres
plus de fois les adversaires de ta division. Mécaniquement, si tu as plus de franchises, tu joues plus ou pas? Non, justement. Non, il faut retravailler sur le calendrier, évidemment. Oui. Parce que si en l'état, c'est pas possible. Tu as plus de franchises, tu as plus de matchs. Bah, regarde, Sauf que si on travaille dessus, non. Imagine par exemple que tu as un seul match aller-retour face à une équipe de la conférence opposée et que tu as 4 matchs face aux équipes de ta division et 2 matchs face aux autres équipes de ta conférence. Tu m'as perdu, mec, là. Non, mais c'est très simple. Tu joues plus de fois contre les équipes de ta conférence et encore plus de fois contre les équipes de ta division. Oui. Justement parce que c'est géographique. Ok. Donc, si tu veux simplement si tu es préoccupé par le nombre de matchs joués, bah, tu retires le nombre de matchs que tu joues face à des équipes de ta division et tu conserves le même nombre de matchs global. Il n'y a pas vraiment de vrai problème d'organisation. Moi, je dirais qu'il y a quand même un aspect, quand on parle justement de l'aspect pécunier, les fans. Les fans qui ont l'habitude de voir, ils se rencontrent 4 fois à peu près les équipes globalement l'une contre l'autre. De la même conférence. De la même conférence. Ouais. Là, ça limiterait les rencontres. On verrait moins, il y a un fan qui n'a pas pu voir un match, il s'est dit, par contre, je vais prendre mes mais ça, de toute places. façon, c'est prévu parce qu'ils veulent baisser le nombre de matchs. Donc, quoi qu'il en soit, c'est prévu, ça. Et puis de toute manière. Donc, tu vois ce que je veux dire, ça c'est quelque chose qui est inévitable parce qu'ils considèrent que jouer. Alors, Steve Kerr milite beaucoup pour ça. Il considère que jouer 72 matchs, donc 10 de moins, ça rallonge de 5 ans la carrière d'un joueur. Alors la faisabilité, ok, ce que je comprends dans les arguments que vous avancez. 2 franchises ont été évoquées et Melvin pourra d'ailleurs me répondre. On fait quoi? Les Sonics qui ont l'air d'avoir un marché et une communauté, ou éventuellement Las Vegas. Seattle, Vegas. Et le commissionneur parlait aussi même du retour des Vancouver qui avait donc une franchise au Canada. Il fait trop froid C'est là-bas. le commissionneur qui en parle. Melvin, qu'est-ce que tu en penses? On fait quoi? Non, je pense que c'est, la messe est dite, on va dire, sur ce point-là, c'est-à-dire que ce sera Seattle et ce sera Vegas, les 2 prochaines franchises. Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Après, quand on parle des 82 matchs, la NBA est à 82 matchs depuis la saison 67-68. Et à l'époque, il y avait 23 équipes. Donc, comme le disaient Fred et Angelo, ils arriveront à rester à 82 matchs et juste à changer un peu le calendrier. Après, sur le débat sur le 72 matchs, pendant les All-Star Games, Adam Silver a repoussé cette idée-là, mais par contre, pour la première fois, il a dit qu'ils étaient ouverts ou qu'ils regardaient à peut-être élargir le calendrier, commencer un peu plus tôt, finir un peu plus tard, mais permettre de rester à 82 matchs, mais d'éliminer les back-to-back et les choses comme ça, pour que les joueurs jouent plus et qu'il n'y ait pas justement de joueurs qui ne jouent pas les back-to-back, ou qui se reposent, ou qui est le load management. Encore une fois, pour la santé. Pour la santé, parce que c'est hyper important, soit de jouer moins de matchs, soit de les jouer moins à répétition. Quand même. Non, mais le paradoxe, c'est que tu as Lamelo Ball qui est interviewé juste à la fin de son dernier match de saison régulière avant le All-Star Break, et on lui dit en live qu'il a 9 jours de repos. Il dit quoi, 9 jours Damn. Du style, c'est long. Et tu vois, t'as quand même t'as des défenseurs des deux côtés, même au sein de la Ligue. 9 jours sans jouer, c'est 9 jours d'entraînement. Ils n'ont pas l'habitude. Hein. C'est ça. Oui. Bon, Lamelo, ça reste un jeune joueur quand même qui a peut-être envie de jouer. Parce que ça a changé maintenant. Avant, ils jouaient, les mecs avaient envie de jouer. Quand tu jouais pas, t'étais. Voilà, je joue pas. Maintenant, j'ai l'impression que on choisit ses matchs, je vais me reposer. Il n'y a plus ce truc, je trouve, le plaisir de jouer, de dire j'ai envie de jouer. Il y a une problématique. Les mecs, c'est des Formule 1. Oui, bien sûr. Et c'est tellement physique et intense les matchs qu'ils sont obligés de choisir. Je pense. C'est pour ça que je me dis que rajouter 2 franchises, alors oui, après avec le calcul, peut-être qu'on n'excéderait pas les 82 matchs, mais déjà 82 matchs, moi je trouve ça énorme. C'est beaucoup. Alors, mettre moins de matchs, mais les mecs, ils jouaient. Le baseball, ils jouent le double. Oui. Bon, load management, de toute façon, c'est une priorité, j'ai l'impression, de la NBA et de son commissionneur. On aura, nous, l'occasion d'en reparler, de voir aussi comment la Ligue un peu s'adapte à cette évolution de marché qu'elle souhaite. On parlait d'Utah avec Melvin. On va, dans le focus de la semaine, se focaliser justement sur le All-Star Game. Alors, notre citoyen américain, Melvin, était du côté de Salt Lake City pour l'événement de ce mois de février, le All-Star Game. Ce match, alors la Leaders Cup, non, mais du côté États-Unis, il y avait donc l'événement All-Star Game avec pas mal de concours et surtout un match qui réunit les meilleurs joueurs du moment dans une confrontation plus trop Est-Ouest, mais on va dire qui oppose donc les meilleurs joueurs de la Ligue. Melvin a pris des images pour nous, on va se mettre un petit peu en immersion et puis on va essayer d'écouter un petit peu ce que pensent les fans de cet événement aujourd'hui.
Nous sommes sur le campus de l'université d'Utah, à 10 minutes du centre-ville de Salt Lake City. Et derrière nous, c'est le John Huntsman Center où a lieu les entraînements des Rising Stars, demain les entraînements des All-Stars et aussi le Celebrity Game. Et on va y aller faire un tour. Ciao. Who are you most excited to see today at the practice? Tatum. Tatum. Giannis. Probably Giannis, LeBron. I'm just here to have a good time. It's not one particular player I'm here to see. On est dimanche à quelques heures avant le All-Star Game, comme vous le voyez, Jerry Sloan est juste derrière moi. On est allé parler aux fans qui sont présents à Salt Lake City pour leur demander leur avis sur le Saturday Night avec tous les concours, le Skill Challenge qui n'a pas été top, le concours à 3 points avec la victoire de Damian Lillard et bien évidemment la démonstration de Mac McClung. C'est parti. He came out of nowhere for a lot of people. Those who knew who he was already knew that he had the bounce for the outs. But for those who didn't know, his name is now put on the map. So shout out to McClung for winning the slam dunk contest and going crazy. Okay, to be honest, I didn't even know who that was. Anyone. I didn't know many of those dunkers. But now we do. Yeah. Saturday was crazy, but Mac definitely tore it down. You know, it was his night. I cannot lie, it was his night. He went crazy with those dunks. Did you know him before? Yeah, I knew him Mac before. I was even telling like all my coworkers that was here. I was like, yo, if the same one's gonna win, Mac's gonna win because that man has bunnies. MVP, I'm gonna go for Bron, honestly, because you know that man, you know, he's getting close to. He's done crazy things this year, passing Kareem and all of that, so he's already certified GOAT. But I feel he still wants to do more. That's what LeBron does. LeBron's just a guy, you know what I'm saying? He's just a guy in the building. Sur les images de Melvin Carcenti du côté de Salt Lake City à Utah, quelques infos quand même, hein, si vous n'êtes pas au courant. Plusieurs événements ont lieu dans l'événement. Le Slam Dunk Contest, donc le concours de dunk, a été remporté par un certain Mac McClung des Sixers. Le concours de tir à 3 points, Damian Lillard, donc l'arrière célèbre et star des Blazers de Portland, et donc le match des grands, le match des All-Stars. Team Giannis face à Team LeBron, remporté par Team Giannis, hein, qui n'a pas beaucoup joué d'ailleurs, 184 à 175, donc un score fleuve, avec un Jason Tatum à 55 points record pour un match All-Star, 55 points, 10 rebonds, 6 passes. Voilà pour les infos clés. Moi, je me retourne vers Sébastien, qui est un fan de la NBA depuis toujours. Quand on voit un score comme ça de 184, 175, à quoi on pense? Et surtout, est-ce que c'est un événement, pour le match de dimanche, hein, qui te laisse encore penser que c'est un événement hype? Non. Non, ça n'a aucun intérêt. C'était une parodie de basket, comme on l'a entendu. Pas de défense. Si j'avais été dans le public, j'avais payé les $1100 pour regarder ça, je crois que je repars avec les paniers, je repars avec tout. Ah non, mais oui, parce que c'est surréaliste. Ouais. C'est se moquer en fait des fans, de tous ces mecs qui font que la NBA vit comme ça. Mais là, non, je suis désolé. Même le Skills Challenge, ça n'a aucun intérêt. Le Slam Dunk Contest, allez, moi, je suis rentré, il était un peu frais. Je suis tombé dessus. C'était un peu plus frais que les autres années. Voilà, le mec 1m88, il a une détente, bon, super. Le concours à 3 points, j'étais content pour Lillard. Mais sinon, le All-Star Game, pour moi, n'a plus aucun intérêt. C'est plus ce que c'était avant, voilà, pour redire à chaque fois, c'était mieux avant. Je ressens ma question qu'on s'était posée, nous, ici, il y a quelques épisodes hype. Est-ce que c'est pas le bon moment pour essayer de réinjecter une nouvelle formule et de remettre un peu de compétitivité dans un moment où peut-être que les joueurs ont besoin aussi de se reposer? Parce que c'est pas le moment de dire, OK, on fait un Team USA contre reste du monde. Bah, pourquoi pas? Vu qu'il n'y a plus Est-Ouest, pourquoi pas faire reste du monde, Team US? Ça serait génial, avec tous les talents incroyables qu'il y a hors États-Unis. Mais bien sûr. Une sorte de Ryder Cup un peu, tu vois, c'est ça, ouais. Du basket, quoi. Bah, en tout cas, il faut le tester, puisque de toute façon, on ne peut pas aller plus bas que ça.
Donc autant tenter quelque chose. Et pour le coup, ça, je pense que ça serait une bonne formule. Ouais. L'avis d'anciens joueurs sollicités comme les basketteurs NBA le sont, est-ce qu'on peut comprendre aussi qu'à un moment donné, ils aient besoin d'appréhender un peu leur métier d'une autre manière que de penser qu'à pour la compète. Là, tu as du d'accord, pas d'accord. Alors, d'accord, qui alors, Fred, dis-moi. Alors, j'ai eu la chance de faire pas mal de All-Star Games et je déteste ça. D'accord. J'ai aucune motivation à faire All-Star Game parce qu'il n'y a pas de compétition réelle. Il y a pas, tu gagnes rien à gagner un All-Star Game. Il n'y a aucun intérêt. J'ai besoin de compétitivité. J'ai besoin de jouer quelque chose, d'avoir de l'enjeu. Alors pour moi, tant qu'il n'y aura pas un système, alors je ne sais pas lequel, ils sont bien plus intelligents que moi pour trouver ce genre de business, mais tant qu'il n'y aura pas de système pour que ça soit vraiment compétitif, les mecs ne joueront pas. Alors moi, je ne suis pas d'accord. Voilà, justement, dans les années 90, j'ai juste vu un peu les All-Star Games justement de Utah. Là. En 93, un gros All-Star Game où Malone et Stockton sont MVP tous les deux. Jordan fait un vrai match. Je t'interromps juste sur ce point-là. Tu ne peux pas comparer. Déjà, c'était Est-Ouest. Donc déjà, il y avait cette rivalité Est-Ouest. Ensuite, les mecs étaient attachés à leur maillot. Donc quand ils jouaient pour leur conférence, mais ils jouaient pour leur maillot aussi. D'accord ? Oui. Sauf que maintenant, quel maillot ? Qui appartient à quelle équipe ? Kevin Durant dit « Oh, j'en ai un peu marre, je me casse ». Kyrie Irving dit « Ah, j'en ai un peu marre, je vais de l'autre côté en fait ». Et finalement, en plus, dans la draft et dans la sélection des joueurs, tu n'as plus d'Est-Ouest. Donc c'est quoi l'intérêt ? Ça n'existe plus, ces rivalités-là. Il y a quand même un intérêt social, et notamment quand les équipes gagnent un carton sur la formule actuelle, ça renvoie quelques centaines de milliers de dollars à des œuvres caritatives aux États-Unis. Oui, mais c'est donné quoi qu'il arrive. Voilà, ouais. C'est très bien, effectivement, comme dit Fred, ça ne rentre pas dans le cadre de ce qu'on attend, nous, d'une rivalité Est-Ouest ou une rivalité entre joueurs. Là, c'est très bien. L'important, c'est que l'argent soit donné. Voilà, c'est ça. Ouais. Allez, Angelo. Moi, la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord, c'est que je suis un petit peu à l'image des anciens dans cette culture de je suis l'ambassadeur de qui je suis et de ce que je représente tous les jours de ma vie, en fait. C'est-à-dire que quand je suis sur un terrain de basket, je veux être la meilleure version de moi-même. Et je veux être compétitif. Et j'ai aussi des choses à prouver quotidiennement. Je veux montrer pourquoi je suis un All-Star. Je veux montrer pourquoi je mérite mon titre de All-Star. Oui, mais je veux montrer contre des mecs qui ne le font pas. Pourquoi tu peux... Enfin, alors, je comprends le problème. Le problème, mais toi, tu pointes du doigt un problème culturel qu'on n'avait pas avant. C'est que maintenant, la nouvelle génération se contente simplement d'un statut obtenu par des statistiques en saison régulière et une certaine réussite collective. Et derrière, c'est, excusez-moi l'expression, c'est branlette. On arrive au All-Star Weekend juste pour aller faire la bringue, faire des interviews et tout le patati patata. Moi, le vrai problème que j'ai... Côté marketing de soi-même prend le pas sur l'aspect compétition. Oui, mais justement, moi, le côté marketing de moi-même, c'est je suis un tueur. C'est ce que tu vends en premier. C'est ce que je vends en premier. C'est-à-dire que si je vais sur le terrain, le fait que Tatum batte le record à 55 points, là, c'est une plaisanterie. Ah oui. 55 points. Ah, c'est surtout la manière. Après, on peut mettre 55. C'est surtout, si vous regardez les highlights. J'ai un contre-argument juste. Oui. Tu as déjà joué plus de 100 matchs dans une saison ? J'ai déjà joué plus de 100 matchs. J'ai fait des saisons à 70 matchs. Donc, t'as jamais joué à une saison à plus de 100 matchs. Oui, mais j'ai pas du tout les mêmes... C'est une question. Alors, en plus, une saison tronquée qui dure quoi ? Une saison NBA 7 mois, 8 mois. Ouais. Fred, moi je suis déjà allé à plein de matchs de saison régulière, les mecs jouent pas 48 minutes, les mecs jouent un petit peu au premier quart-temps, ils voient la dynamique du match, le deuxième, troisième quart-temps, ça oscille entre des runs et autres, et puis c'est que les dernières 6 minutes où ça joue, c'est le money time. Moi je voudrais l'avis de Melvin là-dessus, qui était quand même justement au match. Les impressions déjà, est-ce que tu confirmes que les joueurs se donnent pas à 100%, ça on l'a vu, mais est-ce que tu comprends un peu les arguments des uns et des autres donnés en plateau ici ? Oui, non, mais bien sûr. Moi, c'était mon 7e ou 8e All-Star Game. Celui-là, c'était le pire ou la pire intensité depuis la Nouvelle-Orléans en 2017, où on avait eu le record à l'époque d'Anthony Davis à 52 points. Donc, c'est vrai que hier ou avant-hier, c'était un festival de layup. Il n'y avait absolument aucune défense. Alors, je comprends ce que dit Angelo, ce que dit Seb. Après, je comprends aussi ce que dit Fred et même chez les joueurs, d'ailleurs, on avait deux discours après le match. Il y en a certains comme Jokic, comme Doncic, qui sont là. La jouée est cool, tranquille, c'est les vacances. Donc, ils n'ont pas envie de jouer très, très dur. Et puis, on en a d'autres, comme Kyrie Irving, comme Jaylen Brown, comme Mike Malone, le coach, qui disait que c'était le pire match de basket de tous les temps, qui eux, auraient peut-être envie de jouer. Après, se rappeler aussi, c'est que nous, on est des connaisseurs basket, on a envie de voir cette rivalité, ce face-à-face entre les meilleurs joueurs du monde.
Mais il faut aussi se rappeler que le All-Star Game, c'est pas pour nous. Le All-Star Game, c'est pour les fans dans le monde entier. Et pour avoir parlé avec des familles, des gens qui étaient au match, ils étaient aux anges. Et ils ont adoré, ils ont complètement adoré. Donc je pense que la NBA va être très pragmatique. Et Adam Silver l'était ce week-end. Tant que la bottom line, tant que l'aspect financier ne va pas être touché, à mon avis, ils ne changeront pas grand-chose. Alors, Angelo, pour répondre, peut-être que la NBA, le global package plaît, mais sur le match, est-ce qu'effectivement tu peux aller dans ce sens-là? Mélo, tu parles de Salt Lake City où les gens sont habitués au Utah Jazz et que ça fait très longtemps quand même que les Jazz ne sont pas clinquants. Ils ont l'opportunité de voir toutes les stars de la NBA présents sur un parquet et c'est quelque chose, même rien que de fait de voir en vrai les égéries de la NBA, c'est quelque chose pour le fan lambda qui est forcément impactant. Mais au niveau de ce qui se voit sur le terrain, il n'y a pas un seul fan de basket, aussi lambda soit-il, qui soit satisfait de voir un mec littéralement faire olé olé, ouvrir complètement le chemin pour laisser le lay-up. Quand Doncic va au lay-up en marchant, ou quand on laisse littéralement les mecs aller dans la ligne, pénétrer au milieu de la raquette avec zéro tentative de contestation, même les mecs qui sont juste lambda basket comprennent que c'est une parodie de basket. Donc qu'ils soient heureux de voir en vrai les gens qui font 2m15 et qui sont intouchables au quotidien, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais restons quand même très sérieux vis-à-vis de cette parodie de basket qu'a été le All-Star Game. J'étais déjà mécontent de ce qui se faisait en LNB, mais là la NBA a dépassé tout ce que j'imaginais. Il y a deux versions du truc. Fred et Sébastien, il y a deux versions du truc. Il y a effectivement les gens qui sont super fans de basket, ils vont voir des matchs NBA. Puis il y a les mecs qui aiment les highlights, les dunks, les shoots du milieu de terrain, qui ont envie de s'amuser dans une ambiance bon enfant. Ils vont voir le All-Star Game. Et ça peut être les mêmes gens qui vont voir les deux, mais c'est principalement pour deux publics différents. Et je rejoins les gens qui sont allés le voir, je suis persuadé qu'ils étaient contents. Oui, parce qu'ils ont vu les superstars, c'est un peu comme les Expandables, c'est nul, mais t'es content de voir les gars. Je valide. Allez Sébastien, pour conclure, après on a un débat. Ouais, oui. Mais je suis content de voir les stars qui se répondent les vieilles répliques et tout. Mais oui, mais le spectacle, les dunks, le tir à 3 points, c'est faisable si tu joues vraiment ton match. Mais moi, j'en veux plus aux joueurs. C'est pas un match en plus dans la saison régulière qui va faire la différence. Les mecs, tu t'appelles LeBron, tu t'appelles Doncic, t'as été sélectionné pour le All-Star Game. Moi, je viens te voir parce que tu es Doncic, parce que tu es Jokic, parce que tu es Ja Morant. Je veux voir ce que vous valez en saison régulière. Je viens pour ça, même si c'est le All-Star Game. Tu gagnes le All-Star Game, tu gagnes quoi? À l'époque, Jordan gagnait le All-Star Game, il était content. C'est parce que c'était pas les mêmes rivalités, encore une fois, pas le même caractère. C'est vrai. Je suis trop chaud là. C'est une belle conclusion. Mais il fait du Muay Thai, il a raison. Tu as raison sur les Expandables. Ce sera le mot de la fin. C'est une belle conclusion. On est obligé de s'arrêter là parce qu'il faut qu'on ouvre un dernier chapitre de notre émission. Il nous reste peu de temps. Le débat de la semaine. Allez, quelques minutes pour ouvrir le débat de la semaine. L'actualité, c'est aussi la reprise de la saison régulière dans quelques jours pour se diriger vers les playoffs et avoir éventuellement un nouveau champion NBA. Pour cette quête du titre, certaines équipes ont quand même essayé de réajuster un petit peu leur effectif. Nous, on en a noté 3. On va se mettre les Suns tout de suite d'entrée, puisque c'est quand même le gros morceau. Kevin Durant arrive du côté des Suns en provenance des Nets de Brooklyn, en échange de Cam Johnson, TJ Warren, Jay Crowder et Michael Bridges. On va du côté tout de suite des Lakers, parce que là aussi il y a pas mal de changements quand même. Beaucoup d'arrivées, Mo Bamba, Devon Reed, DeAngelo Russell, Malik Beasley, Jared Vanderbilt et Rui Hachimura. Russell Westbrook reste à Los Angeles, mais va du côté des Clippers. Thomas Bryant, Patrick Beverley, Juan Carlos Anderson, Toscano Anderson, merci. Damian Jones et Kendrick Nunn. Et pour la dernière équipe, donc c'est les Clippers qui accueillent Bone Island, Mason Plumlee, Russell Westbrook, on l'a dit. Eric Gordon, Reggie Jackson s'en va, John Wall s'en va et Luke Kennard également. Parmi ces 3 franchises, rapidement messieurs, lequel a fait selon vous le meilleur ajustement, les meilleurs ajustements pour aller justement peut-être être un contender justement au titre NBA? Clippers pour moi. Clippers? J'aime bien les Clippers. Clippers? Je suis désolé, j'aime bien les Clippers aussi. Ok. Mélo semble pas d'accord, apparemment. Mélo, dis-nous. Meilleur ajustement pour toi? Non, mais quand tu vas chercher un joueur top 3 dans la ligue
à Phoenix. Pour moi, c'est Phoenix mais haut la main. Je te laisse développer sur Phoenix. Du coup, l'arrivée de Kevin Durant fait de Phoenix pour toi un contender très sérieux pour le titre NBA. Je parle pas de finale, hein. Titre. Bah, bien sûr, je pense que quand tu peux aligner Kevin Durant, Chris Paul, Devin Booker, que tu as réussi à garder DeAndre Ayton et que tu vas avoir de nombreux joueurs qui vont les rejoindre via le buyout market, donc ces joueurs qui se font couper par une équipe et qui signent pour le minimum ailleurs, je pense que oui, ils vont faire partie des favoris, des favoris à l'Ouest. Alors après, sur le plan offensif, je pense que ça va marcher parce que c'est 3 joueurs qui sont intelligents. Kevin Durant va leur apporter aussi énormément défensivement. Après, le gros point d'interrogation, c'est la santé. On a un KD qui est souvent blessé, on a un Chris Paul à 38 ans qui aussi a du mal, et généralement en playoff a du mal à finir. Donc, s'ils arrivent à rester sur le terrain, ils seront parmi les favoris. S'il y a des blessures, ce sera un peu plus compliqué. Alors juste sur le classement des Suns, le classement des Suns, 61 matchs de saison régulière, 5e pour l'instant à l'Ouest, 33 victoires, 28 défaites. Il y a un bilan à domicile qui est plutôt bon, 20-10, extérieur 12-18, donc là c'est un peu moins bon. On va sur les Clippers, on reviendra sur les Suns si on a un petit peu de temps, les Clippers, avec Sébastien Laborde. Mais Clippers, parce que tout simplement, je trouve que Russell Westbrook, c'est un super choix, en tout cas, et j'aime cette équipe. Et alors, finale, oui, victoire finale, je ne sais pas. Honnêtement, voilà, je suis encore un peu partagé, mais... Tu vois être Russell Westbrook plus impactant chez les Clippers qu'il ne l'était chez les Lakers? Mais oui, fois 20. Okay. Fois 20. Ah oui, vraiment, vraiment. Et je pense que c'est vraiment pour moi l'équipe qui va se détacher. Les Suns, j'avais l'argument justement de parler des blessures, de Durant qui est fragile, de Paul qui a 38 balais. C'est pour ça que j'y crois pas trop. Ça serait bien. Après, les Lakers, c'est encore autre chose. Je pense qu'il y a trop de retard. Les Lakers, ça part de loin, justement. Ouais, ça part de loin. 59 matchs joués. En tout cas, ils sont 13e pour le moment. 13e à l'Ouest. Hein, la densité de la conférence, on n'en parle pas. 27 victoires, 32 défaites. Un bilan à domicile d'égalité 14-14 et 13-18 pour le bilan à l'extérieur. Les Clippers, que vous voyez tous les deux être l'équipe qui a fait les meilleurs ajustements? Moi, j'aime beaucoup. Et de loin. La raison pour laquelle je parle pas de Durant, c'est que c'est tellement évident, tout le monde en parle, et puis au final, ça n'a pas après, c'est un fait quand même. C'est un fait, donc, et puis Melvin, il est absolument magnifique quand il explique toutes les subtilités des trucs comme ça. Donc, je laissais mon Sply Bro s'en occuper, mais moi, dans l'absolu, c'est analyse des trades pour se bonifier sans faire un énorme coup d'éclat. Je trouve que sur le marché des transferts, les Clippers ont été soyeux. Ils ont été soignés dans leur manière d'aborder le truc. Westbrook, c'est la cerise sur le gâteau. On s'y attendait le moment où... The cherry on the cake. The cherry on the cake. Merci. Mais c'était vraiment la cerise sur le gâteau parce que on savait, hein, c'était un secret de Polichinelle, hein, qu'on parlait d'éventualité qu'il aille ailleurs ou autre, mais dès le début, on se disait Nicolas Batum l'avait réclamé, Paul George qui avait joué avec lui à OKC. Il était même abusé presque. Il est à la maison, c'est un mec de LA, il reste à LA, donc tout va bien. Question collégiale pour vous tous. Il y a une raison pour laquelle c'est bon. On a peu de temps. Je voudrais qu'on aille plutôt sur la hiérarchie de la conférence Ouest. Est-ce que l'arrivée justement de Westbrook change un petit peu la donne? On a parlé aussi de Kyrie Irving il y a quelques émissions, qui arrive du côté donc, des Mavs. Est-ce que la hiérarchie globale à l'Ouest a changé, sachant que pour l'instant Denver est devant? Les Clippers, c'est le même problème que les Suns, parce que Paul George et Kawhi ont tendance, tu sais, à être blessés, donc c'est pas non plus gagné. Ce qui est bien avec Westbrook, c'est qu'il va être dans une équipe au format qui lui convient, avec des shooters, donc il va pouvoir s'engouffrer dans les brèches avec une défense beaucoup plus ouverte, et c'est un très bon passeur. Quand il part, il retrouve des shooters à Los Angeles, c'est con quand même. C'est vrai. Ils n'étaient pas au bon endroit. Ils n'étaient juste pas au bon endroit. Et donc, juste pour venir, moi j'aime beaucoup les ajustements des Clippers parce qu'à l'intérieur, on avait l'impression que Zubac était un petit peu seul. Plumlee va lui faire beaucoup de bien. Gordon, un vrai apport, vrai apport. Shooter. Et qui notait encore. Island. Et bonne. Alors je sais pas lui. J'ai du mal à me prononcer. Sur le papier, c'est bon, sauf que si tu as Westbrook qui arrive, c'est quoi ça? Qui va jouer? Ça va être Mann? Island il peut sortir du banc, Island, peut-être, et être un peu dynamiteur offensif. Je sais pas, mais en tous les cas, bonne pioche, de toute façon, il ne servait plus à rien du côté de Denver, Denver, pour moi, c'est plutôt pas trop mal aussi. Non, moi, je trouve ça plutôt intelligent ce qu'ils ont fait. Reggie Jackson, c'est pas mauvais. Et Thomas Bryant, c'est très bon pour remplacer Jokic, je trouve pas ça dégueulasse non plus. La hiérarchie, sur la question de la hiérarchie à l'Ouest, et on finira là-dessus. Pour moi, Suns c'est plus fort actuellement. Si tout se passe bien avec KD, etc., et les Clippers sont deux.
En termes de potentiel, hein. Après il faut remonter Au les classement. places, etc. Mais en termes de hiérarchie, c'est comme ça que je le vois. Angelo. Je garde Denver en numéro 1. Oui, Denver parce qu'ils vont rester, mais ensuite juste derrière. Melvin, est-ce que la hiérarchie de la conférence Ouest que tu côtoies est chamboulée après toutes ces arrivées et tous ces changements? Chamboulé un petit peu, mais je suis d'accord avec Angelo et Fred, où Denver restera, je pense, l'équipe à battre, parce que toutes ces équipes qui ont fait des changements, c'est bien, mais tu vas avoir que 23, 22 matchs pour que la mayonnaise prenne. Après, cela dit, j'en discutais avec Mike Malone, le coach de Denver, ce week-end. Lui, il s'attend à ce que ce soit les meilleurs playoffs, en gros, de l'histoire, et il s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de surprises. Donc, c'est vrai que tout le monde peut battre tout le monde, et on verra ce qui va se passer. On finit avec toi, Sébastien. La hiérarchie? Denver. Denver? Ah oui, Denver. De loin. Ah oui, de loin. Je suis d'accord. Un collectif hyper intéressant. Jokic qui est juste un monstre. Et puis la continuité aussi. Gordon, enfin il y a tout. Ils sont bonifiés avec les trades là. En plus. Reggie Jackson donne de la profondeur de banc. C'est un mec qui a du punch dans le scoring. Il l'a fait du côté des Clippers. Et t'imagines, quand Jokic sort, je te dis, il y a Thomas Bryant qui rentre. Et il a montré 2-3 trucs quand même. Alors on conclut cette émission en récompensant le vainqueur du jeu concours LeBron James, livre de Luca Mazzella aux éditions Marais Éditions. C'est Poupouz04 qui gagne le bouquin, donc bravo à toi. Et puis le nouveau jeu concours Michael Jordan The Life a gagné. C'est Poupouz05, je pense que c'est truqué. Hein. Non. Ça, celui-là est à gagner. Donc il faut répondre à la question suivante, contre quelle équipe Michael Jordan a remporté son dernier titre en NBA. Vous répondez sur les réseaux sociaux et puis on vous fera un plaisir de vous envoyer ce joli bouquin. On va remercier notre invité hype de la semaine. Merci beaucoup, merci de l'invitation, c'est vraiment un super moment. L'actualité pour toi, c'est tous les week-ends des speaks. La grosse speak qui arrive au Zénith le 4 mars, le MMA Grand Prix. Okay. Très très grosse carte. Et puis MMA Extra Round tous les vendredis à 23h. On en parlera bien sûr ici sur la chaîne Sport en France. Merci à Angelo, Fred et à notre ami du côté des États-Unis, Melvin. On remercie toute la communauté hype Sport en France et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ciao.